Hello les potos, aujourd'hui on va s'intéresser au nouveau cas du couple Warren au cinéma. Let's go! On se retrouve donc maintenant avec Annabelle 3, La Maison du Mal, réalisé par Gary Doberman. Alors c'est son tout premier film en tant que réalisateur, par contre c'est déjà un très grand scénariste dans le cinéma d'horreur. En fait, c'est déjà été le scénariste de Freddy, les Griffes de la Nuit, le remake sorti il y a maintenant quelques années. C'est le scénariste de Destination Finale et c'est celui surtout, plus récemment, de Ça 1, le remake, et du Ça 2 qui va sortir très prochainement. Côté acteur, on a principalement des actrices. On commence par Madison Iseman qui joue le rôle de Mary-Helen. Alors, Madison Iseman, on la connaît notamment grâce à la série Modern Family et au film remake avec Dwayne Johnson, Jumanji. Elle sera d'ailleurs aussi dans le prochain Jumanji. Deuxième actrice intéressante, Judith Warren, qui joue le rôle de Judith Warren, c'est McKenna Grace. Alors elle, on l'a vu dans Captain Marvel et elle sera dans le super film attendu, en tout cas pour ma part, SOS Fantôme 3, qui sortira en 2020. Troisième actrice importante du film, Cathy Sarfi, qui joue le rôle de Daniela. Alors elle est connue surtout pour la série Youth and Consequences et elle est apparue dans des films comme La Reine du Bal qui sont passés assez inaperçus en Europe. Enfin, on a en pseudo guest star, on a Vera Farmiga, super connue, avec Patrick Wilson qui font le couple Warren, Lauren et Ed Warren. Voilà pour le casting. On passe à l'histoire. En fait, on se retrouve très peu de temps après le 1. Le couple Warren a enfin Annabelle entre les mains et ils vont pouvoir enfermer la poupée dans leur pièce à objets maléfiques. Une fois que cela est fait, ils vont s'absenter et quelqu'un va de nouveau ouvrir la cage en verre dans laquelle la poupée est et faire sortir tous les maléfices dans la maison. Du coup, Judith Warren, la fille, va être la seule qui va pouvoir réenfermer cette poupée à l'intérieur et instaurer la paix dans la baraque. Voilà. On passe maintenant à la partie critique. Et comme traditionnellement, je vais commencer par la performance des acteurs en commençant notamment par Madison Iseman alias Mary-Helen. Alors, moi j'ai trouvé cette actrice assez oubliable dans ce film-là. Je trouvais qu'elle était très fade, déjà que son personnage est pas très malin, c'est un petit peu le personnage qui est un peu ahuri dans les films d'horreur, le personnage qui avance et il se rend compte de rien, il se rend pas compte pendant un long moment qu'il se passe quelque chose qui couille dans le truc, et il se rend pas compte. Bah, elle joue ce rôle-là, et en plus de ça, j'ai trouvé que l'actrice était un petit peu fade. On a l'impression un petit peu que ça la saoulait de le faire, le film. Vraiment, j'ai eu cette impression-là en tout cas. Je n'ai pas trouvé que c'était la meilleure performance du film. Donc bon, après elle fait le job. Attention, c'est pas non plus un navet comme elle joue. Enfin, elle joue pas comme un navet, mais elle fait juste le job, quoi. Elle est juste passable, on va dire. Ensuite, McKenna Grace, pour moi, c'est le petit coup de cœur du film. C'est Judith Warren, donc. Et là, je trouvais que pour une fillette de son âge, elle était assez bonne. Surtout qu'elle interprète un rôle compliqué dans le sens où ce rôle, enfin son personnage, a des pouvoirs surnaturels. Donc déjà, rendre un personnage qui a des pouvoirs ou quelque chose que vous voulez, le rendre réaliste ou crédible en tout cas, c'est très compliqué. Là, en plus, sachant que c'est une jeune fille, une très jeune fille, franchement, moi, je salue quand même la performance. Parce que je trouve que d'ailleurs, c'est la meilleure actrice du film. Troisième personnage, donc Daniela, interprétée par Cathy Sarfi. Alors Cathy Sarfi, pour le coup, elle était presque même niveau que Madison Iseman, mais mieux. On va dire que c'était pas non plus ouf ce qu'elle a fait, mais elle était quand même mieux. C'est-à-dire qu'elle était quand même plus dans l'émotion, elle était plus intense dans ses réactions, plus intéressante. Après, ça reste quand même un personnage. Déjà, en plus, le personnage, en parlant du personnage, le personnage est très un peu crétin. Ouais, c'est un peu le personnage un peu crétin de la série qui fout la merde là où elle passe. C'est un peu ça. Mais là, elle a quand même plus d'implication, je trouve, dans son personnage. Et enfin, je fais un bref passage dessus, Vera Farmiga et Patrick Wilson, qui sont déjà des acteurs avec énormément d'expérience, notamment en cinéma d'horreur, ils sont très bons, mais on les voit très peu. Donc bon, je passe dessus. Alors, premier élément que moi, sur lequel j'ai fait le focus concernant la réalisation, c'était d'abord l'ambiance et le décor. Alors, le décor, il est très beau, l'ambiance est réussie, sauf que, s'il y a un gros mais, très classique, trop classique, beaucoup trop classique.
excessivement classique. Je vous explique. Vraiment, j'ai eu l'impression quand on commençait le film que c'était vraiment l'histoire a commencé comme ça. Dans une ville, dans un monde lugubre, existait un pays lugubre dans lequel il y avait une ville lugubre. Et dans cette ville lugubre existaient des bâtiments lugubres avec des personnes lugubres où des événements lugubres eurent lieu. Enfin, voilà, dans le sens où c'était toujours dans la superposition des faits lugubres. Donc du coup, c'est super rétro, qu'on est dans les années 70, voire 80, à l'époque du premier Ville qui est, à l'époque, était très bon parce que c'était nouveau. Là, maintenant, ce genre d'effet, ce genre d'ambiance, il est déjà trop utilisé. C'est déjà du classique, c'est déjà du vu et du revu. J'ai pas trouvé terrible. Ensuite, niveau décor, on a de nouveau des éléments de décor et je veux dire encore une fois, des figurants, parce que pour moi, ils font un petit peu partie du décor quand même. Le cimetière avec la brume à la Thriller de Michael Jackson, ça on l'a. Le flic qui arrête un personnage sur le bord d'une route non éclairée en pleine nuit, ça on l'a aussi. Le personnage qu'on voit au loin, comme ça, hop, qui apparaît, puis on se tourne la tête, on voit, hop, il disparaît. On l'a aussi. On a tous ces trucs classiques qu'on connaît déjà depuis des années, des siècles, j'ai envie de dire presque. On les a dans ce film-là. Principalement en plus. C'est ça le pire. C'est que c'est pas en plus, c'est qu'on les a principalement dedans. Donc du coup, c'est super classicos quoi. C'est limite chiant. Maintenant, j'ai envie de passer à la partie technique et scénario. Alors le scénario est, encore une fois, ultra classique, ultra pas recherché, ultra j'en ai rien à foutre du scénario. C'est un peu ça que ça m'a donné comme impression, parce que le twist final, bah déjà il y en a pas, hein, je vous le dis tout de suite, c'est peut-être un spoil, mais il y en a vraiment pas. Ou alors s'il y en a un, il faut aller le chercher. Et en plus de ça, en plus le truc qui peut être positif, parce que je vais quand même donner du positif sur le scénario, c'est que j'ai plus eu l'impression que ce film était là pour donner de la matière à la licence du couple Warren, hein, c'est devenu une licence maintenant, hein, de les Conjuring, les Annabelle, les Dames Blanches, tous ces machins-là. C'est vraiment devenu un peu une licence, hein, un peu comme les Avengers avec Iron Man, Spider-Man, machin chouette, un peu pareil avec les Warren dans le cinéma horreur. Et donc du coup, et ben là, dans ce film, c'était un bon prétexte pour donner de la matière à Judy Warren, qui fait partie de la famille Warren, et donc pour essayer de donner encore plus d'épaisseur à cette famille Warren, qui, je le rappelle, a existé et qui était démonologue et médium. Donc pour moi, ce film, c'était plus un prétexte pour faire ça. Mais le scénario, l'histoire d'Annabelle en soi, elle est complètement classique, elle est limite chiante, quoi. Mais vraiment. Après, côté technique, les techniques pour nous faire peur, parce que ça reste quand même un film d'horreur, il faut quand même en parler. Encore une fois, on est dans du ultra super classique qu'on connaît déjà depuis des plombes et des plombes et des plombes et des plombes et c'est chiant quoi. Franchement, moi en plus déjà qui suis pas du tout quelqu'un de peureux dans les films d'horreur, hein, c'est vraiment ça marche pas quoi. Ça marche vraiment pas. Et je trouve que du coup Gary Doberman en fait il a trop voulu s'appuyer sur la bande son, dont je reviendrai plus tard par rapport à ça, mais sur la bande son et sur l'ambiance pour nous faire peur, mais les techniques sont complètement foirées quoi. À un moment donné, j'ai même cru qu'il avait une idée. Je dis ah purée, ça peut-être qu'il va nous surprendre comme ça. Vous savez les typiques scènes qu'on voit dans les films d'horreur où une personne a un bouquin, il baisse le bouquin et apparaît à ce moment-là avec la musique qui va avec, hein, le monstre, le tueur, ce que vous voulez. Et cette scène-là, on en a plein dans le film. Sauf que et c'est là où je crois qu'il allait avoir une idée de génie. En fait, il allait nous faire un contre-pied et nous surprendre tout de suite après, ou quelques secondes plus tard, en fait, hors bande-son et contextualisation de l'action. Bah non. Même pas comme ça, en fait. On n'est pas surpris. Sur le moment qu'on s'y attend, on n'est même pas surpris parce qu'il n'y a pas de scare jump. Je vous dis, franchement, dans la salle du cinéma, il va y avoir 2-3 réactions. Et je suis gentil, hein, 2-3 réactions de la part du public à une scène particulière. Mais dans l'ensemble, nada, niente, c'était nul. Après, il y a quand même un truc que j'aimerais quand même mettre en avant, c'est les techniques utilisées pour justement pour nous faire peur, mais pas dans l'innovation, mais dans la technique vraiment pure et simple. C'est-à-dire, maintenant on est vraiment dans une ère où je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, où le numérique, les effets spéciaux numériques sont vraiment super présents. Hein. On n'a qu'à voir les Marvel, c'est que ça. Et là, je trouve que Gary Doberman, avec des effets spéciaux old school, hein, à l'époque on avait encore du maquillage, on avait des poulies qui faisaient bouger les portes toutes seules, enfin ce genre de choses, lui il a utilisé plus ces techniques-là. Et je trouvais ça génial parce que je trouve que c'est des techniques qui ne vieilliront jamais. Si vous faites un beau maquillage, je vais dire une
une connerie, je sais pas moi, un démon, et que le maquillage est super bien fait dans 40 ans, 50 ans, 100 ans, si c'est réaliste et bien fait, ça sera toujours beau. Le numérique, au bout de 100, 200, même 10 ans des fois, hein, ça vieillit très vite. Et du coup, je trouve ça génial de sa part qu'il parte sur ces effets-là. Attention, dans le film, il y a quand même de l'effet spécial numérique, mais c'est vraiment très, 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 très peu, et juste ce qu'il fallait. Juste ce qu'il fallait pour pouvoir rendre le truc cohérent. Donc là, pour le coup, j'ai trouvé ça super intelligent de sa part. La deuxième chose aussi intéressante de ce film, c'est la BO. La BO, elle est franchement, elle est bonne. Elle est d'ailleurs super présente dans ce film. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de musique dans ce film, beaucoup de morceaux, toujours pour donner cette angoisse permanente, cette tension permanente auprès du spectateur, pour qu'il soit toujours tendu. Il l'utilise beaucoup. Mais le problème, c'est qu'une BO n'a jamais fait un film, malheureusement pour lui, et une ambiance n'a jamais fait un film non plus. Je trouve que voilà, il manque quelque chose à la BO et à l'ambiance, qui même que je trouve encore un peu une fois l'ambiance rétro, mais il manque quelque chose là au milieu pour que ça fonctionne, pour que ça marche. Là, il manque quelque chose, ça ne marche pas. Donc voilà, je crois que je vais faire un tout petit peu le tour du film dans son ensemble. On va partir maintenant sur le spoil. Alors, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez rester, mais vous inquiétez pas, ça va être pas du gros spoil cette fois-ci. Et pour les autres qui ne veulent vraiment rien savoir et conserver vraiment la surprise jusqu'au bout, eh ben, je vous invite à quitter la vidéo. Vous pouvez vous abonner avant de partir et activer la cloche de notification. Et n'hésitez pas à la liker et à la partager. Pour les autres, on se retrouve donc après l'alerte. On se retrouve donc avec la partie spoil. Alors, premier élément que j'ai relevé, et je vais revenir dessus justement, c'est les techniques pour nous faire peur. Comme je vous l'ai dit, que j'ai vraiment critiqué de manière virulente auparavant. Voilà, alors, les techniques. On a le toquage de porte, clac, 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 il n'y a personne. Ou la sonnette ding dong avec le matraquage encore plus fort derrière, puis on ouvre et il n'y a personne. Ça, dans ce film, c'est vrai qu'on l'a jamais vu dans les autres films. Bah là, on l'a. Hein. On a le plancher, le plancher qui grince, le grand classique du cinéma d'horreur. Là, il revient de nouveau sur le truc. Hein. Encore une fois, pour donner ce côté vieille maison, vieux machin truc. C'est classique, c'est classique, c'est dépassé. On a les scènes du type, ah oui, vous savez quand le héros ou le personnage ou les personnages se trouvent dans des pièces sombres avec la lampe torche et tout, et puis tout à coup, hop, il y a une silhouette qui passe derrière. Eh ben on l'a aussi ici. Ben bref, tout ce genre d'éléments, super classique, super vieillot, je trouve super plus efficace pour un amateur de films d'horreur. Ça alourdit encore les techniques, ça démontre encore une fois que le cinéma d'horreur est très en retard au niveau de la nouveauté, de l'innovation, ils sont super à la bourre. Deuxième élément que j'ai retenu, c'est Daniela. Alors Daniela, je vous le dis tout de suite, c'est celle qui va un petit peu foutre le bordel dans la maison, dans le sens où il faut savoir que dans ce film, Daniela a perdu son papa durant l'année à laquelle l'intrigue se déroule, et qu'elle va vouloir entrer dans cette pièce aux objets maléfiques pour entrer en contact avec son papa. Alors elle rentre dans la pièce, elle va faire une espèce d'appel, incantation, oui, esprit, s'il vous plaît, mettez-moi en contact avec mon père, blablabla. Bla. Et la poupée va, dans la vitrine, pour basculer contre la vitre. Alors pour elle, c'est le signe, elle va voir la poupée. C'est normal, hein, on fait l'incantation, le papier tombe. Mais par contre, elle arrive devant la vitrine, c'est marqué en gros, sur la vitrine, on ne peut pas le louper, attention, ouvrez pas la porte parce que c'est dedans, c'est la boîte de Pandore, quoi. Il faut surtout pas ouvrir ce machin. Et elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Comme le personnage stupide de tous les films d'horreur, elle va ouvrir cette putain de vitrine pour faire sortir tout le maléfice dans la maison. Alors on pourrait se dire, bon, elle est en deuil, elle est un petit peu touchée par la mort de son père, elle ferait tout pour rentrer en contact avec. Ok, je veux bien. Mais on part dans le principe que Daniela est quand même quelqu'un de croyant, qu'elle croit à l'au-delà, puisqu'elle veut rentrer en contact avec son père qui est dans l'au-delà, donc elle est croyante quand même. Elle sait aussi qu'elle est dans une maison qui appartient à des démonologues, à des médiums, à des spécialistes du paranormal. Donc tout ça, on est consciente quand même, malgré le deuil. Qu'est-ce que tu vas aller dans une vitrine où c'est marqué en gros, ne pas l'ouvrir, tu vois une poupée hyper flippante à l'intérieur, tu t'imagines bien que cette poupée va pas te permettre de contacter ton père. Ou alors, t'es complètement con, t'es le personnage con du film d'horreur de base. Et ben voilà. Ce genre de clichés, encore une fois, qui viennent s'ajouter au film, vous voyez, c'est toujours des trucs comme ça qui viennent s'ajouter, qui sont chiantes et lourds.
Par contre, côté positif, première chose, j'ai trouvé que Gary Doberman avait pensé à un truc très intéressant, enfin important dans les films d'horreur qui pas tout le monde y pense, mais c'est de vraiment isoler, d'isoler, de cloisonner, de cloîtrer les trois actrices principales, les trois personnages principaux dans la maison et qu'elles ne puissent plus en sortir. Alors première chose, à un moment donné, il y a Marie-Hélène et Judith, elles se disent bah attends, on va appeler les parents Warren, hein, le couple Warren, et puis ils vont venir nous aider parce que c'est des spécialistes, des conseils, elles vont appeler, et elles vont tomber, ce qu'on croit au début être la Lorraine Warren, en fait c'est un esprit qui prend la voix de Lorraine et tout, pour les manipuler et tout. Donc je me suis dit, ah bah c'est bien, au moins le gars il a pensé à faire, genre elles peuvent pas appeler, elles peuvent pas s'en sortir en appelant parce que Annabelle contrôle aussi les appels sortants. Je me dis, bah, elles ont qu'à se tirer, elles ont qu'à fuir de la maison, bah non. Justement il a pensé à faire un truc, en fait, Annabelle projette une espèce de brume dans laquelle il y a un loup-garou qui s'y cache. Et ça, c'était justement, ce loup-garou et cette brume faisait partie d'un cas des Warren. Et bien justement, ça empêche les trois personnages de sortir de la maison et donc de se sauver. Encore une fois, c'est des petits détails comme ça. Au moins, il y a pensé. C'est réalisé peut-être d'une manière un peu maladroite, mais au moins, c'est pensé, c'est dit. Voilà, elles sont vraiment enfermées, elles ne peuvent rien faire d'autre que de se battre elles-mêmes contre Annabelle. Le dernier élément que j'ai noté super intéressant, et là c'est mon petit coup de cœur du film, c'est vraiment le maquillage d'un personnage particulier. À un moment donné, en fait, à la fin, vers la fin, Judith est confrontée à une espèce de démon, mais vraiment un démon, quoi. On dirait un peu Satan, avec des cornes un peu à la Moloch, super bien. Alors le costume, le maquillage, je sais pas quel studio ou quel maquilleur a fait ça, mais c'est magnifique. Vraiment, c'est le costume, il est trop beau. Et justement, moi, ça me conforte dans l'idée que on peut encore faire du maquillage mieux que du numérique et que c'est pour moi la meilleure technique, surtout pour les films fantastiques ou les films d'horreur. C'est ce qui reste le plus réaliste, c'est ce qui reste le plus beau, c'est ce qui reste le plus intemporel. Vraiment, ce personnage, il est trop beau. Franchement, si je devais retenir vraiment un élément, vraiment un seul dans le film que j'ai adoré, c'est ce personnage qu'on voit malheureusement peu, mais qui est juste super beau, quoi. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour des spoils. Vous avez vu, c'était pas du gros spoil, hein, j'étais assez sage ce coup-ci. Mais en tous les cas, j'espère que vous avez quand même aimé la vidéo. Si c'est le cas, eh ben, les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager la vidéo. Et enfin, si vous voulez continuer l'aventure avec moi, bah, vous vous abonnez à ma chaîne. Vous n'oubliez pas, vous activez la petite cloche de notification, comme ça vous êtes au courant de mes prochaines vidéos. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.